Ma femme a insisté pour organiser une soirée jeu en famille, avec ses parents. Pendant une partie de 2 vérités et un mensonge, elle a ri et a déclaré « Je l'ai épousé pour la stabilité, pas par amour ». J'ai souri, et j'ai répondu « Bien trouvé, celle-là ». Ensuite, j'ai joué mon tour. J'ai trouvé un SMS de ton ex. J'ai déjà demandé le divorce. La maison est à mon seul nom. Sa famille a plongé dans un silence de mort, en réalisant laquelle de ses affirmations était le mensonge. Message original. Moi, un homme de 36 ans, je suis marié à ma femme depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un mariage, nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, puis nous nous sommes dit oui, et je pensais vraiment que nous construisions quelque chose de solide. Nous avons acheté une maison il y a 4 ans, sans avoir d'enfants, ce qui, avec le recul, est une véritable bénédiction. Ses parents ont toujours été très impliqués dans notre vie. Des dîners hebdomadaires chez eux, aux soirées jeux mensuelles en famille que j'ai endurées, car c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. On tolère, avec patience, les traditions bizarres de sa belle famille. Il y a 3 semaines, mon épouse a absolument tenu à ce que nous organisions cette fameuse soirée jeux chez nous, pour la toute première fois. Elle en a fait toute une histoire, affirmant que ce serait amusant, et soulignant que nous ne recevions jamais. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Elle était distante depuis des mois, rentrait tard le soir, et laissait toujours son téléphone face contre table. Ce sont les signes classiques que j'ai ignorés, parce que je suis apparemment un idiot. Mais je n'étais pas totalement aveugle non plus. Environ 6 semaines avant la soirée, j'ai remarqué qu'elle envoyait constamment des textos à quelqu'un. Un soir, elle s'est endormie sur le canapé, son portable toujours à la main. Je n'avais pas l'intention de fouiller, mais c'est alors que j'ai vu l'aperçu d'une notification. C'était un message de son ex-petit ami, celui qu'elle avait fréquenté pendant 4 ans avant de me rencontrer, celui qui appartenait soi-disant à de l'histoire ancienne. L'aperçu disait « J'ai hâte de te voir jeudi. Tu me manques déjà. » Je ne l'ai pas réveillé, et je ne l'ai pas confronté. J'ai juste senti un froid glacial m'envahir. J'ai pris des photos de son écran avec mon propre téléphone. Ensuite, je suis allé me coucher, et j'ai fait semblant de dormir quand elle m'a rejoint à 2 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, j'ai rassemblé d'autres preuves. Ce ne fut pas bien difficile, car elle est devenue imprudente. J'ai découvert le fil de leur conversation lorsqu'elle a laissé son appareil déverrouillé dans la cuisine. Il y avait des mois de messages. Ils avaient repris contact lors d'un événement d'anciens élèves, en février dernier. Cela avait commencé par prendre des nouvelles, puis c'était devenu un « ce que nous avions me manque », pour finir par jeudi, à notre endroit habituel. L'endroit habituel, comme s'ils avaient déjà une routine. J'ai consulté un avocat en toute discrétion, et j'ai appris quelques dures vérités. Nous vivons dans un État qui pratique la distribution équitable, ce qui signifie qu'un divorce diviserait les biens de manière juste, mais pas nécessairement à parts égales. La maison, cependant, a été achetée grâce à l'héritage de ma grand-mère, bien avant notre mariage. Elle est à mon nom exclusif. Mon conseil juridique m'a confirmé qu'elle m'appartient, et qu'elle ne fait pas partie du patrimoine conjugal. J'ai déposé les papiers du divorce 2 jours avant la soirée jeu. Je n'en ai parlé à personne, je me suis simplement préparé. Nous y étions donc, ce fameux samedi soir. Ses parents se sont installés dans notre salon, avec du vin et cette satisfaction arrogante qu'ils affichent toujours. Sa mère ne m'a jamais apprécié. Elle pense que sa fille s'est contentée de peu en me choisissant. Son père, lui, se contente d'approuver tout ce que dit sa femme. Nous avons d'abord joué à un jeu de culture générale. Puis, ma belle-mère a suggéré 2 vérités et un mensonge. C'est un grand classique pour briser la glace, où chacun prend son tour. Son père a commencé, racontant des choses ennuyeuses sur ses parties de golf. Sa mère a parlé d'un voyage en Europe, et tout le monde a fait semblant d'être impressionné. Puis, ce fut le tour de ma femme. Elle a pris cet air particulier, ce petit sourire en coin, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose de très intelligent. D'accord, a-t-elle lancé, en sirotant son vin. 1. J'ai toujours voulu vivre au bord de l'océan. 2. Je l'ai épousée, elle m'a désigné avec son verre, pour la stabilité, pas par amour. 3. J'ai un jour mangé une pizza entière à moi toute seule. Sa mère a ri, et son père a gloussé, visiblement mal à l'aise. Mon épouse m'a regardé droit dans les yeux, attendant une réaction.
Et c'est là qu'est le problème, elle s'attendait à ce que je m'énerve, à ce que je fasse un scandale, pour prouver à ses parents que j'étais moi, le problème. Au lieu de cela, j'ai souri, et j'ai pris une gorgée de ma bière. Bien trouvé, chérie. J'ai vraiment joué le jeu à fond. Elle a cligné des yeux, confuse, voyant que je ne mordais pas à l'hameçon. À ton tour, m'a lancé sa mère, souriant toujours comme si elle partageait une blague secrète. J'ai posé ma boisson, et je les ai regardés tous les trois. Très bien, voici les miennes. 1. J'ai trouvé des SMS entre ma femme et son ex-petite amie. 2. J'ai déjà demandé le divorce. 3. La maison est à mon seul nom. Silence. Un silence complet et absolu. Le visage de ma femme est devenu livide. Le sourire narquois de sa mère s'est effacé d'un coup. Son père s'est contenté de fixer son verre, comme s'il espérait qu'il l'engloutisse tout entier. Ce n'est pas drôle, a fini par dire ma femme, la voix brisée. C'est deux vérités et un mensonge, ai-je répondu calmement. Vous êtes censé deviner lequel est le mensonge. Sa mère s'est levée brusquement. C'est absurde. Tu fais de la provocation. Vraiment? Essayez de deviner. Laquelle de ces phrases ai-je inventée? Mon épouse tremblait maintenant de tout son long. Tu as fouillé dans mon téléphone. Je n'ai même pas eu besoin de le faire, tu l'as laissé déverrouiller à de multiples reprises. C'est une violation de ma vie privée. J'ai éclaté de rire, vraiment, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ta vie privée, sérieusement? La femme qui couche avec son ex depuis 4 mois s'inquiète pour sa vie privée. Son père a enfin pris la parole. Bon, attendez une minute, il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu. J'ai des captures d'écran, des dates, des heures, et des messages. Du genre j'ai hâte de te sentir à nouveau. Ce genre de choses. Ma femme s'est mise à pleurer. Des larmes théâtrales, cherchant du soutien du regard auprès de ses parents. Sa mère s'est interposée devant elle, comme un bouclier. Même si tout cela est vrai, on ne lave pas son linge sale en public de cette façon. Vous devriez en discuter en privé. C'est d'une cruauté sans nom. Elle vient de dire à tout le monde, autour de cette table, qu'elle ne m'avait pas épousé par amour, dans ma propre maison, tout en me trompant activement, mais c'est moi qui suis cruel? Tu déformes les choses. Je me suis levé. La soirée jeu est terminée. Vous pouvez tous partir, maintenant. Ma femme m'a attrapé le bras. Il faut qu'on en parle. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas? Si, je le fais. Les documents du divorce sont déjà déposés. Tu recevras l'assignation lundi. La maison n'est pas un bien commun, mon avocat l'a déjà confirmé. Tu ferais bien de commencer à chercher un autre endroit où vivre. La voix de sa mère est devenue stridente. Tu ne peux pas la jeter dehors comme ça, c'est encore ton épouse pour l'instant. Plus pour très longtemps. Ils sont partis. Tous les trois. Ma femme pleurait, sa mère proférait de vagues menaces de poursuites judiciaires, et son père avait juste l'air de vouloir disparaître sous terre. J'ai verrouillé la porte derrière eux, je me suis assis sur mon canapé et, honnêtement, je n'ai rien ressenti. Juste un grand vide. Cette année partie en fumée pour un jeu stupide. Mais je savais ce qui m'attendait, ce sentiment que tout leur est dû, la manipulation, et l'attitude du « comment oses-tu ». Ce n'était que le début. Mise à jour 1, une semaine plus tard. Bon, les choses ont dégénéré, comme on pouvait s'y attendre. Tout d'abord, la signification des actes. Ma future ex-femme pensait apparemment que je bluffais, jusqu'à ce que l'huissier se présente chez ses parents lundi matin. Elle y logeait depuis la fameuse soirée, ce que j'avais d'ailleurs deviné. Les papiers exposaient tout clairement, motif de la séparation, adultère. J'avais des preuves, des captures d'écran, des horodatages, la totale. Mon avocat m'a expliqué que prouver la liaison renforçait considérablement ma position, particulièrement en ce qui concerne la pension alimentaire. Sa réaction? Elle a débarqué chez moi lundi soir, tambourinant à la porte et hurlant. Tu m'as humilié devant mes parents. Comment as-tu pu faire ça? Je lui ai parlé à travers la porte, sans l'ouvrir. Tu t'es humiliée toute seule, je n'ai fait que fournir le public. Laisse-moi entrer, c'est ma maison aussi. En fait, non. Nous en avons déjà discuté. J'ai des droits, je vis ici. Mon représentant m'avait prévenu de cette éventualité.
Même si son nom ne figure pas sur le titre de propriété, elle avait établi sa résidence ici. Je ne pouvais pas simplement la laisser à la rue sans une procédure d'expulsion formelle, ou une ordonnance du tribunal. Mais je n'étais pas non plus obligé de lui rendre la situation confortable. Très bien, viens chercher tes affaires. Je serai dans le garage. Elle est entrée en trombe, et a commencé à rassembler ses affaires. J'avais pris soin, au préalable, de déplacer tout objet de valeur ou sentimental dans un garde-meuble. Une sage décision. Pendant qu'elle faisait ses cartons, sa mère a appelé. J'ai commis l'erreur de décrocher. Tu vas le regretter, a-t-elle lancé, sans même dire bonjour. Ma fille a droit à la moitié de tout. Tu crois que tu peux la jeter comme un vieux chiffon? Elle m'a trompé pendant des mois, tout en vivant sous mon toit. Ça n'a aucune importance. Le mariage, c'est aussi le pardon. Allez donc dire ça à son ex, elle lui a beaucoup pardonné depuis février. Elle m'a raccroché au nez. Ça me convenait parfaitement. Le vrai spectacle a commencé mercredi. J'ai reçu un appel de ma belle-sœur, la jeune sœur de ma femme. Nous nous étions toujours plutôt bien entendus. Salut, je voulais juste te prévenir, a-t-elle dit doucement. Ma sœur raconte à tout le monde une histoire très différente. Elle prétend que tu étais violent psychologiquement, et qu'elle a cherché du réconfort ailleurs parce que tu étais froid et négligent. Elle est en train de rassembler des soutiens. J'ai apprécié sa mise en garde. Merci de me l'avoir dit. Je ne dis pas que je la crois, j'ai bien vu comment elle se comportait avec son téléphone. Quelque chose clochait, mais sois prêt, ma mère est sur le sentier de la guerre. Elle ne plaisantait pas. Jeudi, c'est un ami commun qui m'a téléphoné. Apparemment, mon épouse faisait la tournée de nos connaissances. Des rendez-vous autour d'un café avec des gens que nous fréquentions, me dépeignant comme le grand méchant de l'histoire, le mari contrôlant qui l'avait poussé dans les bras d'un autre. Elle a dit que tu traçais son téléphone, m'a rapporté mon ami, ajoutant, que tu étais possessif et jaloux. A-t-elle mentionné le fait qu'elle me trompait activement, ou ses aveux lors de la soirée jeu? Elle a dit que tu avais sorti ça de son contexte. Sorti de son contexte? Je l'ai épousée pour la stabilité, pas par amour à un contexte qui rend la chose acceptable. Silence au bout du fil. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est là que leur sentiment de toute puissance a vraiment atteint des sommets. Vendredi matin, 8 heures, on sonne à la porte. J'ouvre pour découvrir son père, debout, seul, l'air mal à l'aise. On peut parler, a-t-il demandé. Je l'ai fait entrer, et je lui ai offert un café, qu'il a refusé. Écoute, a-t-il commencé. Je sais que ma fille a fait des erreurs, mais c'est la famille, et nous devons trouver une solution qui ne la détruise pas. Une solution? Elle n'a pas les moyens de se payer un avocat, et elle n'a pas d'économie. Tu contrôles tout financièrement. Je contrôle mon propre argent, celui que j'ai gagné. Elle avait accès à ses propres comptes. C'est elle qui a choisi de ne pas épargner. Mais tu gagnes plus qu'elle. Tu devrais l'aider. Même maintenant. Je l'ai dévisagé. Votre fille m'a trompé pendant 4 mois. Elle a dit à toute votre famille qu'elle ne m'avait jamais aimé. Et vous voulez que je finance son divorce? Pas financer, sois juste raisonnable. Ne prends pas tout. La propriété ne fait pas partie du patrimoine conjugal. Mon plan épargne-retraite a été financé en grande partie avant notre union. À quoi pensez-vous exactement qu'elle a droit? Il n'a pas su quoi répondre, il est juste resté là, l'air abattu. Je vais vous dire, ai-je repris. Je serai juste. Je n'essaie pas de la détruire, mais je ne vais certainement pas commanditer la femme qui m'a trahi. Elle va devoir se débrouiller, comme une adulte. Il est parti sans ajouter un mot. Ce week-end-là, les vrais coups bas ont commencé. Dimanche soir, ma banque m'a appelé. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes en ligne en utilisant mes informations, mais avait échoué aux questions de sécurité. La banque a signalé cette activité comme suspecte, a réinitialisé mes mots de passe, et a mis en place une vérification supplémentaire. Je savais très bien qui c'était. Elle en savait assez sur moi pour tenter le coup. Ensuite, ce fut le tour des voisins. Ma femme avait apparemment discuté avec eux aussi, leur demandant s'ils avaient vu quoi que ce soit de préoccupant à la maison, essayant de monter un dossier contre moi. À propos de quoi? Je l'ignore. Mais 2 personnes différentes m'ont averti qu'elles posaient des questions bizarres.
Elle a demandé si tu recevais des femmes, m'a confié l'un d'eux. Je lui ai répondu que je n'avais jamais rien vu de tel. Elle semblait déçue, cherchant à construire un contre-récit, tentant de me faire passer pour le coupable. Mais j'avais les preuves financières, littéralement, des frais d'hôtel sur notre relevé de carte de crédit, des restaurants et des quartiers où elle n'allait jamais auparavant. Une trace écrite qu'elle avait été trop négligente pour cacher. Mon avocat m'a conseillé de rester calme, de tout documenter, et de ne pas m'engager émotionnellement. Plus facile à dire qu'à faire. Mise à jour 2, 3 semaines plus tard. La procédure de séparation a officiellement débuté. La première séance de médiation fut un véritable désastre. Ma future ex s'est pointée avec sa mère, au lieu de son avocat. Elle avait apparemment engagé un juriste bon marché qui ne s'est même pas présenté. Sa mère est restée dans la salle d'attente, me foudroyant du regard comme si j'avais assassiné quelqu'un. Le médiateur a expliqué le déroulement des opérations, partage des biens, éventuelle pension alimentaire, et répartition des dettes. La position de départ de mon épouse était lunaire, elle voulait la moitié de la valeur de la maison, la moitié de ma retraite, et une pension alimentaire pendant 5 ans. Mon représentant a failli éclater de rire. Le domicile est un bien propre, issu d'un héritage, et non un bien commun. Nous avons tous les justificatifs. Son avocat à elle, joint par téléphone car manifestement trop occupé pour se déplacer, a argué qu'elle avait contribué au foyer par son travail domestique et son soutien émotionnel. Soutien émotionnel, ai-je répété, tout en me trompant. Le médiateur lui a demandé de répondre. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré, mais cela ne veut pas dire que je ne mérite pas d'être traité équitablement. Tu as dit à toute ta famille que tu ne m'avais jamais aimé. Je plaisantais. Ta liaison n'était pas une plaisanterie. La situation s'est dégradée à partir de là, et la médiation a échoué. Nous allions droit vers le tribunal. Mon défenseur m'avait prévenu, les juges de notre État ont tendance à accorder une certaine pension, indépendamment des torts, surtout pour les mariages assez longs. 7 ans, ce n'est pas court. Et elle était en dehors de la vie active depuis 3 ans. En dehors du monde du travail par choix, ai-je souligné, elle avait quitté son emploi car elle ne voulait plus travailler. Sur le plan légal, cela n'a pas d'importance, m'a-t-on expliqué. Elle est considérée comme le conjoint ayant les revenus les plus faibles. Je me suis donc préparé au pire, acceptant l'idée que je devrais probablement payer quelque chose. C'est la dure réalité. Mais son sentiment d'impunité ne cessait de croître. Sa mère a lancé une campagne de diffamation par courrier, envoyant des lettres à mon employeur pour affirmer que j'étais instable, et que je faisais une dépression nerveuse. Mon service des ressources humaines me les a transférés avec un petit mot, email bizarre, pour info. Heureusement, ils ne l'ont pas pris au sérieux, mais quelle audace. Ensuite, ma femme a tenté une approche différente. Elle a débarqué un soir, accompagnée d'un officier de police. Je dois récupérer quelques affaires, a-t-elle déclaré, et je veux qu'il soit témoin pour éviter qu'il n'interfère. Le policier avait l'air de s'ennuyer fermement, ayant clairement mieux à faire. Elle peut prendre ses affaires, ai-je dit, je ne l'en ai jamais empêché. Elle a passé 2 heures à fouiller dans les placards, les tiroirs et le garage, cherchant je ne sais quoi. Elle est repartie avec 3 cartons, et énormément de frustration. En sortant, le flic m'a glissé discrètement, les histoires de divorce, c'est toujours le bordel. Bon courage, mec. Ouais, merci. La date d'audience est arrivée 6 semaines plus tard. Les 2 avocats ont présenté leurs arguments. De mon côté, elle a commis l'adultère, la maison est un bien propre, ma retraite a été constituée en grande partie avant l'union, et elle a volontairement quitté le marché du travail. J'étais néanmoins disposé à payer un soutien financier limité et à court terme, pour faciliter sa transition. De son côté, l'échec du mariage était mutuel, elle avait souffert de négligence affective, et elle méritait une répartition équitable ainsi qu'une pension à long terme. Le juge s'est adressé directement à elle, avez-vous entretenu une relation amoureuse avec un autre homme pendant votre mariage? Elle a hésité. Son avocat lui a donné un petit coup de coude. Oui. Et vous avez dit à votre mari que vous l'aviez épousé pour la stabilité, et non par amour, lors d'un jeu? Je plaisantais, mais oui, je l'ai dit. Le magistrat a mis l'affaire en délibéré, programmant sa décision pour 2 semaines plus tard. Ces 14 jours ont été les pires de ma vie, marqués par l'attente et l'incertitude. La belle famille est devenue silencieuse. Fini les lettres, fini les embuscades.
Je crois qu'ils avaient enfin compris que la situation juridique ne tournait pas en leur faveur. Puis, le jugement est tombé. La maison a été confirmée comme étant mon bien exclusif, elle n'avait aucun droit dessus. Pour la retraite, je devais partager la part accumulée pendant le mariage, soit environ 15% du total. Ça fait mal, mais c'est gérable. Quant à la pension alimentaire, 12 mois, et non 5 ans. Le juge a explicitement cité l'adultère comme facteur déterminant pour limiter cette durée. Elle a obtenu la voiture que nous avions achetée ensemble, ses effets personnels, et c'est tout. Je me souviens de son visage lorsque le magistrat a lu la décision, le choc, puis la colère, et enfin cette expression d'injustice absolue, comme si le système l'avait trahi. Sa mère s'est mise à pleurer dans le public, tandis que son père fixait le sol. À la sortie du tribunal, ma belle-mère m'a coincé. Ce n'est pas fini. Elle va faire appel, tu verras. Elle peut toujours essayer. Mais l'adultère reste l'adultère, et les juges n'apprécient guère les menteurs. Ma femme, elle, est restée plantée là, sans dire un mot, semblant soudain toute petite. J'ai marché seul jusqu'à ma voiture, je m'y suis installé, et je suis resté là, sans bouger, pendant peut-être 10 minutes. Cette année. Terminée par une simple signature, et une ordonnance de pension limitée. Ce n'était vraiment pas la vie que j'avais planifiée. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. J'ai signé les papiers, j'ai récupéré ma copie, et elle repose maintenant au fond d'un tiroir. Les retombées ont été calmes, dans le bon sens du terme. Mon ex-femme a emménagé avec son ex-petite amie. Et oui, le type avec qui elle me trompait. Apparemment, ils officialisent leur relation, sans la moindre honte. Sa mère a publié un message sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle soutenait sa fille dans son nouveau cheminement. Aucune mention de la tromperie, et encore moins de moi. Sa sœur m'a contacté une dernière fois, pour s'excuser du comportement de sa famille. Elle m'a confié qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle ne pouvait rien dire sur le moment. J'ai apprécié la démarche, et je lui ai assuré que je n'avais aucune rancune envers elle personnellement. L'appel dont sa mère m'avait menacé ne s'est jamais concrétisé. Elle n'avait probablement pas les moyens de se le payer, et encore moins les arguments pour le gagner. Mon avocat a cependant encadré une chose. Pas les papiers du divorce, non, mais la capture d'écran de sa révélation lors de la fameuse soirée. Celle où elle avouait m'avoir épousé pour la stabilité, sans amour. Il l'a accrochée sur son mur des affaires mémorables, après que je lui ai dit qu'il pouvait la garder. Le bilan des dommages financiers, j'ai perdu environ 15% de ma retraite, je dois payer 12 mois de pension alimentaire, et les frais de justice s'élèvent à près de 8 000 $. Elle a eu la voiture et quelques meubles. Ce que j'ai gardé, la maison, la majeure partie de mes économies, ma santé mentale, et le respect de moi-même. Est-ce que ça en valait la peine? Tout déballer lors d'une soirée-jeu, faire preuve de théâtralité, comme l'a dit sa mère? Oui, absolument. Car voici la vérité, elle pensait avoir le dessus. Elle croyait pouvoir m'humilier devant sa famille, me tromper pendant des mois, et repartir avec la moitié de ma vie. Elle a mal calculé son coût. Le plus dur n'est pas le divorce en lui-même. C'est de réaliser que la personne que vous aimiez n'a jamais existé. La femme que je pensais avoir épousée n'était qu'un personnage qu'elle jouait. Lorsqu'elle a laissé tomber le masque pendant ce jeu, elle m'a montré exactement qui elle était. Et je l'ai cru. J'ai commencé à voir un thérapeute. Pas parce que je suis brisé, mais simplement parce que c'est long, et qu'il faut du temps pour démêler tout ça. Il dit que je gère bien la situation. De la colère justifiée, appelle-t-il cela. Pas de la rage, ni de l'amertume, juste de la lucidité sur ce qui s'est passé, et pourquoi. La maison me semble différente aujourd'hui. Je me la réapproprie doucement. Nouvelle peinture dans la chambre, et j'ai donné la plupart des meubles qu'elle avait choisis. J'ai acheté un canapé convenable, le genre que j'avais toujours voulu, mais qu'elle jugeait trop garçonnière. Mon frère est venu me rendre visite le week-end dernier. Nous avons fait griller des steaks et regarder le match, des choses simples. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti normal. Il m'a demandé si je regrettais la façon dont les choses s'étaient déroulées, la révélation pendant la soirée, et la confrontation publique. J'y ai réfléchi, j'y ai vraiment pensé. Non, lui ai-je répondu, elle voulait jouer à des jeux, j'ai simplement mieux joué qu'elle. Il a levé sa bière. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est tout.
C'est l'histoire complète. Ma femme m'a trompé. Elle a avoué ne m'avoir jamais aimé, en guise de blague. J'ai abattu mes cartes. J'ai remporté la mise, mais j'ai aussi beaucoup perdu. La vie continue. Elle est plus calme maintenant, mais elle m'appartient. Merci de m'avoir lu, chers inconnus d'Internet. Il est temps d'aller de l'avant.